Bonjour à tous, je suis content de vous voir. J'espère que vous allez bien et que vous êtes confortablement installés. J'espère aussi que vous avez apprécié l'épisode précédent et que vous apprécierez tout autant celui-ci. Ouvrez grand vos oreilles, fermez les yeux, nous repartons ensemble pour Pic-au-Vent. Mes amis, je vous souhaite à tous la bienvenue dans le 21e chapitre de ce Super Flame Story. « 21 décembre. Tôt dans la matinée, le capitaine Leblanc s'était rendu chez Madame Capian. En effet, la vieille femme avait appelé la police, constatant que plusieurs arbres avaient été déracinés dans la forêt qui se trouvait derrière chez elle. L'éleveuse de Yuski s'en était rendue compte en promenant ses chiens. Elle avait suivi la piste des arbres arrachés avant de tomber sur un grand trou dans le sol. « Une chose est sûre, quelqu'un ou quelque chose est venu récupérer ce qu'il y avait dans ce trou », déclara le capitaine Leblanc en prenant des notes. Il se retourna et vit l'étendue des dégâts sur la forêt de sapins. « Si c'est un humain qui a fait ça, il devait être sacrément grand !» déclara Madame Capian. « Sans doute, mais j'ai ma petite idée en tête concernant le responsable de tout ça. » Le policier raccompagna la vieille femme chez elle, elle lui offrit le café et il repartit en direction du centre-ville. Il se rendit au centre des opérations et demanda à voir Phileas. « Leblanc, que puis-je faire pour vous ?» demanda DPA 002 en invitant le capitaine à s'asseoir. « Votre golem, il aurait pas fait une fugue par hasard ?» Pourquoi me demandez-vous cela ? Parce que je me suis rendu dans la forêt située au nord-est de la ville et que j'ai observé des choses que seul un gros monstre aurait pu faire. »« Ah, vraiment ? Le golem est-il toujours ici, oui ou non ?»« Non, il est... mort. Enfin, d'après Sattler. »« Sattler ?»« Klaus Sattler, le responsable de notre pôle scientifique. »« Et il est mort comment, ce gros monstre de sel ?» On ne sait pas trop. D'ailleurs, au début, Sattler nous accusait de l'avoir zigouillé. Et ce n'est pas le cas. Non, je vous assure. Il ne restait qu'un tas de sel, comme si la magie qui lui donnait vie avait quitté son corps. Pour aller où ? Ça, c'est le grand mystère, déclara DPA 127 en pénétrant dans la pièce. Le fait est que c'est une perte immense pour la DPA. Vous imaginez tout ce qu'on aurait pu faire avec cette créature ? Et vous êtes ? demanda Leblanc. Klaus Sattler, directeur de la recherche. Sattler tendit sa main au policier, mais Leblanc, ne sentant pas cet homme, se contenta de le regarder. Klaus remit sa main dans sa blouse. « Phileas, j'ai pris la liberté de faire venir les groupes Cerbère ici pour faire le point avec eux. »« Mais enfin, c'est moi qui m'occupe des affectations, Sattler. Cessez de piétiner mes directives. Ces hommes devraient être à la jonction. »« Je sais, mais il y a une petite je ne sais quoi dans l'air qui me pousse à croire que leur présence est nécessaire. » Soudain, la radio du capitaine Leblanc grésilla. « Capitaine, on a un souci. » « Qu'est-ce qui se passe ?»« Il y a Cassandra Darmin qui a fait un sale coup. » Pour un sale coup, c'en était un. La journaliste avait publié un nouveau numéro de la Gazette de Marmottin dans lequel elle appelait la ville au soulèvement. Elle appelait la population à braver les instructions de la DPA et à se rendre au poste de police pour investir l'armurerie et reprendre la ville. À la tête de ce mini-coup d'État se trouvaient Gérard Vinzier, Maurice Pavot et Serge Gustin, le trio infernal de chasseurs alcooliques. Ces derniers avaient profité d'une faille dans le protocole Centurion. Comme Phileas manquait d'hommes et qu'il en avait envoyé plusieurs à la route faisant la jonction entre Marmottin et Pic-au-Vent, DPA 002 était parti du principe que le poste de police était autonome pour gérer la sécurité de son quartier. Sauf que contrairement aux hommes de la DPA, les quelques policiers en poste avaient d'autres choses à faire que patrouiller dans leur quartier en véhicule blindé. Les 3 chasseurs se trouvaient actuellement dans le commissariat et ils furent bientôt rejoints par d'autres Marmottanais. Une dizaine de riverains étaient impliqués dans l'opération. Le capitaine Leblanc se précipita sur les lieux. Sur place, à l'extérieur, se trouvaient certains policiers qui étaient en mission en dehors du commissariat, ainsi que plusieurs groupes de soldats de la DPA. Le capitaine fut bientôt rejoint par Phileas et Fabrice Pavier. Le maire, doté d'un mégaphone, tentait de calmer les séditieux. « Mes chers compatriotes, je vous demande de vous arrêter. »« Va te faire voir, Pavier, t'es qu'un sale vendu !» cria Gérard depuis l'intérieur du poste, tandis que quelques policiers restés sur place avaient les mains en l'air. Il faut bien avouer que certains étaient d'accord avec le fond de l'article, sans pour autant approuver la forme. Ils en avaient marre de la DPA et de ce foutu protocole Centurion qui ne leur avait jamais ramené leurs collègues. La tension était à son comble. Phileas voulut intervenir avec ses hommes, mais lorsqu'il vit le regard de Leblanc, il comprit qu'il ne valait mieux pas jouer avec le feu. Sur le toit de la maison située en face du poste, des tireurs d'élite de la DPA étaient en train de prendre position. «
Sniper 1 en position, monsieur. J'ai la journaliste dans le viseur. Sniper 2, j'ai un visuel sur un des chasseurs. Attendons ordre de tir. Sniper 3, j'ai la journaliste en visuel. Par contre, je crois qu'il y a des gosses là-dedans. Je crois qu'il y a aussi la femme d'un des policiers qui est bloquée à Pic-au-Vent. Écoutez, Leblanc, déclara Phileas. je ne vous cache pas que la situation est très tendue. Le protocole voudrait qu'on les abatte. Et moi, je voudrais que vous ne bougiez pas le petit doigt. Le statu quo étant de mise, pendant presque un quart d'heure, il ne se passa strictement rien. La situation était bloquée. Mais une fois ce quart d'heure passé, une Jeep de la DPA arriva sur place. Au volant se trouvait King Charles. Côté passager, Sattler et à l'arrière, Doberman et Rottweiler. « Qu'est-ce que le groupe Cerbère fait ici ?» demanda Phileas. « Il faut régler le problème, Fissa. J'ai obtenu l'aval de la hiérarchie. Veuillez nous laisser agir. » déclara Sattler avec un sourire en coin. Leblanc, Phileas et le maire se regardèrent, inquiets. Intérieurement, Phileas bouillait de rage. Il se sentait humilié. Il avait très peur de ce que pourraient bien faire les 3 chiens de Sattler. Subitement, les 3 hommes passèrent à l'action. Ils ouvrirent leurs mallettes et en sortirent leurs livres respectifs. Doberman créa une sorte de bouclier de lumière autour des 3 hommes qui pénétrèrent dans le bâtiment. « Et barrez-vous, vous, ou on vous flingue !» s'exclama Vinzier. Rottweiler s'agenouilla, il posa au sol son livre et effectua une séquence digitale. Bientôt, par magie, des racines d'arbres jaillirent du sol et vinrent s'enrouler autour des 3 hommes armés, les immobilisant. Juste avant d'être complètement bloqué, Maurice Pavot parvint à tirer avec son fusil, mais sa balle ricocha contre le bouclier magique qui protégeait les 3 soldats. « Sortez de ce bâtiment si vous tenez à vos vies. » déclara King Charles sur un ton glacial. Les otages et soutiens non armés du groupe de chasseurs sortirent des bâtiments, Cassandra Darmin y compris. Ici Sniper 2, j'ai l'impression que King Charles s'apprête à tuer les séditieux alors qu'ils ont été neutralisés. Phileas et les autres agents de la DPA, qui entendaient la liaison radio, regardèrent Sattler, horrifiés. Le blanc demanda ce qu'il se passait. Phileas n'osa pas lui répondre. « Ne vous en faites pas », répondit l'Allemand, toujours avec un sourire en coin. Contrairement aux craintes des soldats, les Cerbères ne tuèrent pas les 3 chasseurs. Ils se contentèrent de les torturer. Rottweiler serra de plus en plus fort ses racines, tant et si bien que certains os des 3 séditieux finirent par se rompre. Ils s'effondrèrent au sol, pareils à des pantins désarticulés, en hurlant toute leur douleur. Les 3 chiens de la DPA sortirent du bâtiment. « Que cela serve de leçon à ceux qui veulent faire les malins. » déclara King Charles. Klaus Sattler sourit. Phileas, souhaitant éviter de donner l'image d'un faible, ordonna que l'on arrête Cassandra Darmin. Traumatisés par ce qui venait de se passer, les marmottanais impliqués n'opposèrent aucune résistance. Les révoltés se dispersèrent, choqués. Toute volonté de rébellion était aussi paralysée que Vinzier, Pavot et Gustin, qui continuaient d'hurler leur douleur tandis que des ambulances arrivaient. Pendant ce temps, à Pic-au-Vent, Alias, Fonck, Tassier, Bennett, Bloom, Oswald, Rico et le petit Maxime marchaient en file indienne. Ils suivaient le commissaire Bréau. « C'est encore loin ?» demanda Tassier. « Je commence à fatiguer. » Je vous avais prévenu, Philippe. Ça grimpe sévère. Ça vous dérange pas si on fait une pause ? demanda l'inspecteur Bloom. Le policier portait le petit Maxime sur son dos et commençait à en avoir marre. On peut s'arrêter dans environ 200 mètres. Il y a un petit coin avec des rochers et on pourra s'asseoir dessus, déclara Bréau. Au même moment, à quelques kilomètres de là, Boglov rassemblait ses hommes au niveau de la grotte dans laquelle il avait piégé Hartmann, Yubvig et Ravioli. C'est en tout une bonne trentaine de prisonniers armés jusqu'aux dents qui attendaient leur chef. Ce dernier était à l'intérieur en train de discuter avec ses prisonniers. « Alors, messieurs, vous avez passé une bonne nuit ? Oh, un pur délice !» déclara Hartmann. « Oui, comme dit le colonel, répondit Yubvig. Mieux qu'un lit, ce sol de roche. » Content de voir que vous vous y plaisez, parce que je vais devoir vous laisser ici un peu plus longtemps que prévu. Ravioli, toujours pas de nouvelles de l'omniscient? Non, nous sommes proches un cycle, c'est pas pour tout de suite, hein. Au moins 2 ou 3 jours à attendre. Boglov s'agenouilla devant Anthony et le fixa dans les yeux. « Dis-moi, le Rital, tu n'essaierais pas de me la faire à l'envers, par hasard? » Quel intérêt? J'ai autre chose à faire que mourir, hein. Boglov se retourna vers Yubvig et Hartmann. « Alors que c'est de trous du cul. Tu sais, Boglov, au point où j'en suis, tu peux me buter maintenant. » répondit Hartmann, défiant. « Non, il me faut une monnaie d'échange si je reste bloqué à Pic-au-Vent plus longtemps que prévu. » Ah, c'est pour ça que tu veux parler à l'omniscient, Enflure. C'est pour qu'il te dise comment te barrer d'ici. C'est une question que j'aimerais lui poser, oui. Mais si tout se passe comme prévu d'ici ce soir... D'ici ce soir quoi?
demanda Ravioli. Ça ne vous regarde pas. Répondit Boglov en se relevant. Il sortit de sa poche des vieux biscuits et les jeta à la figure de ses prisonniers. Profitez, c'est peut-être votre dernier repas. Moi j'ai rendez-vous un peu plus bas. Boglov sortit de la grotte. Comment ça se fait que Boglov ne t'ait fait pas de mal? Demanda Boglov à Ravioli. Tout simplement parce que je lui ai fait croire que si on me maltraite, ça annule mon pouvoir. T'es un mariole, toi. Ah, il faut bien s'adapter pour survivre, hein? Pendant ce temps, à l'extérieur de la grotte, Boglov briefait ses hommes. Bon les gars, c'est la dernière ligne droite. On va redescendre au niveau des voitures de police. Il faudra bien sécuriser la zone pour pas tomber sur des gêneurs. Si tout se passe comme prévu, ma créature de sel va nous faire un petit coucou avec de quoi partir de cette foutue montagne. Tous les hommes poussèrent des cris de joie et tirèrent en l'air pour fêter leur victoire. Un peu plus bas, dans la montagne, le groupe d'Andrew Bennett entendit les coups de feu. Qu'est-ce que c'était? Demanda Bloom. Bah, des coups de feu. Répondit Fong. Ça merci, j'avais remarqué. Je voulais savoir qui avait tiré. Sans doute des prisonniers. Répondit Alias. Soudain, le commissaire Tassier, qui était parti un peu plus loin pour aller faire ses besoins, revint en courant. Vite, faut qu'on se planque, il y a Boglov et une chier de prisonniers qui va pas tarder à nous tomber dessus. Le petit groupe alla se cacher dans la forêt qui bordait le chemin. En passant discrètement sa tête derrière les arbres, Andrew put assister à la scène. Un imposant groupe de prisonniers armés jusqu'aux dents, précédés par Boglov. C'est Nicolas et ses gars, ils ont l'air de redescendre vers les voitures. On tente un truc? Demanda Fonk. C'est une très mauvaise idée. Répondit Alias alors qu'il avait mis sa main sur la bouche d'Oswald, afin que ce dernier ne se mette pas à crier Ravioli sans crier gare. Une petite minute passa et Bréau reprit. Bon, ils sont assez loin maintenant. Poursuivons notre route. La petite équipe se remit en marche. Les hommes ne tardèrent pas à arriver devant la grotte. Et voilà, c'est ici. Je propose qu'on évite de tous rentrer là-dedans, ça pourrait être dangereux, déclara Bennett. Très bien, Déclara Tassier. j'y vais avec Andrew et Alias. Sa porte pourra nous protéger au besoin. Inutile de risquer plus de vie. Si on revient pas d'ici 5 minutes, retournez vous planquer au manoir. Bennett, Tassier et Alias pénétrèrent en file indienne dans la grotte. L'homme à l'étrange porte en tête. Il était sur le qui-vive, prêt à invoquer sa porte au moindre bruit suspect. L'inspecteur Bloom lui avait prêté son smartphone de sorte à ce qu'il puisse s'éclairer. Un peu plus loin, dans le ventre de la montagne, Hartman et Yupvig discutaient avec Ravioli. Alors comme ça, vous êtes italien. Mais je crois bien que ça s'entend, non? Moi, je suis russe. Déclara Yupvig. Ah oui, je n'aurais pas dit. C'est parce que j'ai un accent très british. Plaisanta le soldat des pays de l'Est. Tout le monde éclata de rire quand soudain Ravioli reprit son sérieux. Silence, il y a quelqu'un qui arrive. D'un coup, Tassier, Alias et Bennett furent doublés par Oswald qui tapait un sprint tout droit dans la gueule du loup. Oswald de bon sang, reviens, arrête de faire l'idiot. Bon sang, Oswald, mais vous le faites exprès cria Bennett, à la fois énervé et, il faut bien l'avouer, un peu amusé. Bientôt, le vieil homme fit demi-tour et arracha le smartphone des mains d'Andrew. Le vieux bougre prit la tête du cortège. Bientôt, le groupe arriva face à Yupvig, Hartman, Ravioli et le cadavre d'Antoine. Oh merde. Lança Alias en découvrant le corps du tireur d'élite. Putain les gars, vous n'imaginez pas à quel point on est content de vous voir. S'exclama Hartman tandis qu'Oswald se jetait sur Anthony Ravioli en lui faisant des bisous. Oh, Ravioli, Oui, moi aussi, Oswald, je suis content de te revoir. Rien ni personne ne doit quitter Pic-au-Vent, Ravioli. Oui, c'est ça l'idée. Les soldats et Ravioli, ainsi libérés, rejoignirent le groupe à l'extérieur. Une fois les retrouvailles terminées, le groupe se remit en marche. Où allons-nous? Demanda Yupvig. On va retourner au manoir, déclara Bennett. Mais avant ça, si vous le voulez bien, les amis, je pense qu'on devrait faire un détour par là où sont garées les voitures de police. Je ne voudrais pas jouer les rabat-joie, mais j'ai cru comprendre que c'est là qu'allaient Boglov et ses gars. Justement, répondit Bennett. Nous nous mettrons à couvert afin de les observer. J'ai un mauvais pressentiment. Eh bien, moi aussi, j'ai un mauvais pressentiment. Je sens comme une présence imposante qui s'approche du Pic-au-Vent. Déclara Ravioli. Quelque chose de gros et lourd. Très, très gros et très, très lourd. Le premier qui fait une blague sur mon léger surpoids, je le flingue. Déclara Tassier, ce qui fit rire tout le monde. Plus sérieusement, Reprit Hartman. je me demande s'il ne s'agirait pas de la créature de sel qu'on a vue avec Yup avant de se faire capturer. Un golem demanda Andrew. Nicolas a créé un golem à partir de tout le sel qu'il a récupéré Oui, déclara Yupvig. et le golem a réussi à quitter Pic-au-Vent. La descente dura quelques heures.
Le groupe voulut se séparer en deux, ceux qui allaient vers les véhicules et ceux qui rentraient au manoir. Mais le second dut faire demi-tour. En effet, après leur départ, une partie des hommes de Boglov semblait avoir investi l'immense bâtisse. Fong, Rico, Oswald, Maxime, Bréau et Bloom allèrent donc rejoindre Bennett, Tassier, alias Yubvig et Hartmann, qui observaient discrètement Boglov et ses gars tapis à la lisière de la forêt. Les hommes de Boglov avaient fait un feu de bois et étaient assis sur des rondins à quelques mètres de la fameuse frontière infranchissable à cause de laquelle ils étaient tous bloqués ici. Les heures passèrent et bientôt il se mit à neiger à gros flocons. Il y avait une atmosphère étrange, à la fois anxiogène et extrêmement calme. Trop calme. Soudain, la monotonie de l'attente fut rompue par de l'agitation côté prisonnier. Il semblait sauter de joie. Et pour cause, bientôt, au loin, ne tarda pas à se dessiner la silhouette du gigantesque golem de sel. Dans sa main, il tenait un coffre. « Père, j'ai réussi. Vous allez être fiers de moi. J'ai ramené le coffre. » La créature s'agenouilla et tendit à Boglov l'objet de sa convoitise. Nicolas caressa la joue du monstre de sel. « Je suis si fier de toi, mon fils. Grâce à toi, nous allons quitter Picovan. » Les soldats éclatèrent de joie, quand soudain, tout à coup, un coup de feu résonna dans la nuit. Il était 23h59.